FG Cécile de Ménibus. Il est 9h21, on va parler laïcité ce matin. Le projet de loi confortant les principes républicains doit être présenté ce matin en Conseil des ministres. On en parle avec Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Et ce livre, Radicalisation au cœur des services publics, c'est bien de le rappeler aussi. Et puis Jean Bobéro est avec nous, historien de la laïcité et professeur émérite à la chaîne Histoire et Sociologie de la laïcité, et aussi au fondateur du groupe Société, Religion, Laïcité. Oui, alors juste avant de parler en fait de laïcité, quand même, je vous invite, Éric Diard, tiens, vous allez lire le livre de Jean Bobéro, Improbables amours. C'est au passage, je fais effectivement cette pub parce que à travers ce livre où bon, il y a une intrigue en fait autour d'histoires en fait d'amour, on apprend quelle peut être une forme, je sais pas moi, de laïcité. Jean Bobéro, c'est ce que vous avez essayé de faire à travers ce livre. J'en ai lu, je l'ai pas terminé. Je vais être très honnête avec vous, mais j'ai commencé à lire hier et je l'ai trouvé en fait passionnant. Je ne m'attendais pas à ça et c'est vrai que c'est assez génial et c'est une autre manière en fait de voir les choses, quoi. Hein, d'un mot. Oui, alors c'est la laïcité d'Émile Combes, hein, c'est la manière dont Émile Combes voulait ce qu'il appelait la laïcité intégrale. Oui. Et à la fois, je réhabilite Émile Combes parce qu'on en a fait un anticlérical sectaire et il avait une autre dimension, et en même temps, je montre bien que ça aboutissait à une impasse et que Briand a dû vraiment opérer un virage pour effectuer la loi de 1905. Alors, si le titre est Improbable amour, c'est parce qu'il y a eu des amours clandestines entre Émile Combes et la prieure du Carmel d'Alger, la princesse Jeanne Mibesco. Et donc, c'était trop beau pour en faire un ouvrage savant. J'en ai fait un roman. Oui, voilà. Non, ben c'est ça. Donc, il fallait quand même le signaler au passage. C'est aux éditions de la Libre Pensée. C'est difficile de se procurer les choses en librairie aujourd'hui. Donc, c'est des éditions de la Libre Pensée. Non, mais tout à fait. Vous avez bien raison de le préciser. Alors, d'un mot, peut-être pour préciser un petit peu le contexte, en fait, de ce projet, en fait, de loi. Il n'y a pas le mot séparatisme à l'intérieur. Est-ce que vous le regrettez ou pas, sachant, vous, Jean Bobéro, que vous avez écrit une lettre, en fait, au chef de l'État? On va commencer peut-être par vous, Éric Diard, cette fois. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas ce mot séparatisme dans l'intitulé ou pas? Écoutez, pas spécialement dans l'intitulé, parce que maintenant, dans le jargon, ça reste toujours la loi sur le séparatisme, mais ils ont voulu mettre des choses beaucoup plus générales, ils ont vraiment, j'allais dire, élargi la loi, et donc maintenant, ça devient un projet de loi sur confortant les principes républicains, mais à l'intérieur, évidemment, il y a des éléments pour lutter contre le séparatisme. Alors moi, je parle, et notamment, appelons un chat, le séparatisme islamiste, parce que c'est lui qui est actuellement à l'origine des problèmes en France, et notamment des attentats terroristes. Oui, c'est ça. Alors, Jean Bobéro, et vous? Alors, oui, non, moi, je pense qu'effectivement, ça serait plus clair s'il y avait le terme séparatisme, et je dirais même au pluriel, parce que quand on lit, par exemple, le livre de Jouvet, on s'aperçoit que la classe politique est largement aussi séparatiste par rapport au reste de la société, et le Conseil d'État propose confortant le respect par tous des principes de la République. Et moi, j'insiste sur ce par tous parce que, bien sûr, je suis d'accord avec monsieur le député, le danger actuel, c'est le danger terroriste, le danger djihadiste. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais, si vous voulez, la montée de ce danger est le résultat d'une interaction ratée entre la République et un certain nombre de personnes qui peuvent du coup être attirées par ce séparatisme. Bon. Et donc, c'est l'interaction qu'il faut modifier, et ça signifie aussi, par exemple, une lutte contre les discriminations. Et dans le discours de Murau, il y avait un certain équilibre entre le séparatisme voulu par certains extrémistes et le séparatisme produit par la République. Là, il manque le séparatisme produit par la République, sauf 2 petits articles sur le logement social. Oui, mais peut-être que,
Éric Diard, l'objet un peu de ce texte, c'est aussi de réagir un peu après l'ensemble de la vague d'attentats terroristes et d'actes commis depuis quelques années, et d'essayer de clarifier les choses, et de prendre aussi conscience de ce qui se passe. Vous l'aviez dit, vous l'avez écrit dans ce livre, dans les services publics, en disant qu'il y avait une radicalisation et que là, il fallait agir et qu'on était peut-être encore démunis, quoi. Nous sommes démunis et même, vous le voyez, le président de la République et le gouvernement réagissent. Il y a un avant et un après Samuel Paty. Je vous donne l'exemple. Au Murau, sur l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il dit le président? Je souhaite l'instruction obligatoire des 3 ans. Et 2, il dit on va mieux contrôler les établissements hors contrat. Et là, qu'est-ce qu'ils ont ajouté après Samuel Paty? Le fameux article 4 qui dit maintenant on va créer les pressions, les menaces sur les personnes exerçant une mission de service public sont aggravés pour motifs religieux. Bien évidemment, ça ne va pas toucher que les enseignants, mais vraiment, ça vise un après Samuel Paty, parce que on l'a vu, et d'ailleurs, j'avais interpellé, moi, le ministre de l'Éducation, qui avait dit le 6 novembre, il y a eu 400 violations à l'hommage. J'ai dit non. En question au gouvernement, j'ai dit c'est pas vrai, ce chiffre est faux. Donc il a été interpellé, j'ai dit, et je lui ai même dit il y a des établissements qui n'ont pas fait l'hommage à Samuel Paty pour éviter les tensions internes. Et regardez, nous sommes passés la semaine dernière, ils disent il y a eu 793 violations à Samuel Paty. Ça veut dire qu'il a fait son enquête. Je pense que ce chiffre est plus près de la réalité, mais le ministre s'est rendu compte que la radicalisation dans l'éducation, on lutte, mais on ferme trop les yeux sur les atteintes à la laïcité, sur le communautarisme, et c'est des véritables pressions qui s'exercent sur nos enseignants actuellement. Jean Bobéro, vous aviez écrit un livre sur la laïcité falsifiée. Est-ce que, pour revenir sur la laïcité, est-ce que finalement la neutralité de l'État n'est pas trompeuse? Est-ce qu'on a une vraie interprétation de ce qu'est la laïcité aujourd'hui? Alors, non, moi je pense que, si vous voulez, il y a des gens qui se situent dans l'affiliation de la loi de 1905 et qui la rappellent de manière constante, et l'Observatoire de la laïcité, par exemple, en est un exemple, mais comme vous le savez, il est attaqué. Il est attaqué par des gens qui, à mon avis, proposent des mesures qui ne sont pas efficaces, parce que la bataille à gagner, c'est une bataille largement psychologique, idéologique, rendre la République attractive. Bon. Et ça signifie un équilibre, et le Conseil d'État dit lui-même que le projet de loi risque de rompre cet équilibre qui avait été établi par la loi de 1905 et qui a permis la pacification. Moi, je rappelle que la loi de 1905 séparant les églises et l'État s'est fait dans un climat de quasi-guerre civile. Justement, mon livre sur Combes montre bien qu'on allait vers la guerre civile au sein de la France. Et 10 ans après, il y a l'union sacrée pendant la guerre de 1914-1918. Ça montre bien qu'en 10 ans, on a réussi à changer la situation par une loi libérale, mais qui a su rendre la République attractive. Le pape l'a désavoué, mais la très grande majorité des catholiques, pourtant, l'a accepté, l'a fait vivre. Et c'est pareil, il faut vraiment isoler les djihadistes, isoler les terroristes, isoler les ultra-islamistes de la grande majorité des musulmans. C'est comme ça qu'on arrivera à pacifier la situation. Oui, Éric Diard, est-ce que c'est la voie qu'il faut choisir? Je suis d'accord, évidemment, ça, c'est une infime minorité des musulmans qui sont concernés. C'est un islam politique qui essaie de pénétrer, j'allais dire, notre société, la communauté française et nos services publics. Mais attention, il y a une problématique. Les lois de 1905 et 1907 parlent de neutralité de l'État, mais ne parlent pas de laïcité. La laïcité, c'est simplement dans l'article 1 de la Constitution de 58, qui était déjà dans 46, en disant la France est une république indivisible, démocratique, sociale et laïque. Et donc, d'un côté, vous avez un équilibre permanent entre la laïcité, qui est certes constitutionnelle, mais les libertés publiques. J'allais dire, à travers ce texte, toutes les libertés publiques sont concernées. Liberté de réunion, liberté de penser, liberté de croire, liberté d'association, liberté de presse aussi. Donc, ces libertés sont constitutionnelles. Donc, c'est un équilibre permanent. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, il dit, ces libertés, elles sont protégées par la Constitution, par les conventions également, mais elles peuvent être touchées si, justement, les valeurs de la République sont atteintes à travers ces libertés. Donc c'est un équilibre permanent. Nous avons en France une laïcité, mais une laïcité
au vu de la Constitution, excusez-moi, qui n'est pas assez contraignante. Il faudrait vraiment dire que dans la sphère publique, c'est la laïcité qui prévaut sur les autres libertés. Donc et donc il y a toujours des interprétations juridiques qui peuvent se faire de la part du Conseil d'État. Allez, on va continuer d'en parler avec vous, Jean Bobéro, en fait, dans un instant, Éric Diard aussi. Et puis moi, je voudrais que vous réagissiez quand même peut-être sur ce qui est passé un peu inaperçu avant-hier. Quand le président Emmanuel Macron a reçu le président égyptien, Sisi, et il y a eu cette petite interrogation à la fin sur les valeurs. Les valeurs humaines sont-elles supérieures, les valeurs de l'homme, sont-elles supérieures aux valeurs, en fait, du Dieu? Et ben là, il n'était pas d'accord. Hein. Et je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé parce que c'est une prise de conscience complète. Je vais interroger Jean Bobéro notamment, et vous, Éric Diard, et puis vous au 0826 300 300 300. C'est Ahmed qui nous attendent et Abraham et qui pourront vous poser en fait des questions. Mais je voulais revenir d'un mot sur cette scène quand même assez rare hein, qui était avant-hier à l'Élysée, où il y a eu une dernière question qui a été posée d'ailleurs par un journaliste étranger, pas un journaliste français, revenant sur Samuel Paty et les valeurs religieuses et républicaines. Le président égyptien, je vais résumer, hein, le président égyptien Sisi a dit: les valeurs religieuses doivent avoir la suprématie sur les valeurs humaines. Et Emmanuel Macron lui a répliqué que non, la valeur de l'homme est supérieure à tout, en tout cas en France. Jean Bobéro, quand vous avez entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cet échange, qu'est-ce que ça a suscité comme réaction chez vous? Moi, je pense que la question n'était pas forcément bien posée. Moi, je pense qu'il y a une institution en France qui sait très bien poser la question et qui, du coup, maîtrise la laïcité, c'est l'armée. L'armée a des aumôniers, ce qui est permis par la loi de 1905, et donc elle dit à ses soldats des différentes convictions. Au niveau existentiel, et dans l'armée, il y a le rapport à la mort hein, qui se joue. Vous avez tout à fait le droit d'être très attaché à des valeurs religieuses diverses, mais nous, armée, nous avons une mission commune qui nous rassemble, un objectif commun qui est, notamment au Sahel, de lutter contre le terrorisme, de faire la paix entre les communautés, comme l'opération Sangaris, par exemple, etc. Et donc, au niveau de l'objectif commun, c'est évidemment un objectif commun humain qui l'emporte, mais après, chacun a le droit de considérer que ce qui est essentiel pour lui, c'est ses convictions, qu'elles soient humanistes, religieuses, diverses, etc. Bon. Donc il y a une séparation des sphères, et si vous voulez, c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème, parce que vous avez un problème culturel, vous avez des gens pour qui la mort, c'est le passage dans l'au-delà, beaucoup plus que la fin de la vie. Bon. Et il faut quand même arriver à vivre ensemble avec des gens qui ont ces différentes conceptions de la mort. Et je trouve que l'armée y réussit très bien. Et elle n'a pas. Bah oui, mais dans la société, Jean Bobéro, on est loin de là. Et quand on a de tels propos, en fait, du président Al-Sisi, qui a dit, en plus, que des centaines de millions de personnes se sont senties humiliées, notamment à travers les caricatures, et que c'est un président officiel qui le dit, c'est quand même compliqué derrière de faire passer des choses auprès de certains dans la communauté, quoi. Alors, bon, oui. Au niveau, c'est très difficile d'en parler en 30 secondes, hein, parce que au niveau, le droit de caricaturer est un droit, bon. Mais je remarque que Emmanuel Macron actuellement est en train de dire tout le temps aux pays étrangers: ne caricaturez pas la position de la France. Bon, donc il y a une sorte de paradoxe où à la fois on se veut le pays qui publie les caricatures, et pourquoi pas une troisième fois, une quatrième fois, etc., s'enfonce un peu dans cette histoire de caricature où il faudrait à tout prix avoir le dernier mot et les republier, et en même temps reproche aux autres de caricaturer la position de la France. Sauf que les autres, en fait, c'est sur un plan politique quand même. C'est un peu, il y a une nuance, quoi, Jean Bobéro. Éric Diard, et on vous reprend dans un instant. Enfin, il faut le dire, l'Égypte, c'est pas la laïcité en Égypte. Laïcité, c'est quand même une spécificité française. Alors que ça l'était auparavant. Non, c'est pas.
si vous voulez, en 1905, vous avez dit que dans la loi, il n'y a pas le terme laïcité, mais il y a un chapitre du rapport de Briand où il parle tout le temps de laïcité, c'est à propos des pays étrangers. Et il prend des modèles laïques de pays étrangers, et la conception de la laïcité de 1905, c'est pas du tout une conception de la laïcité, exception française, c'est quand on transforme la laïcité en religion civile que ça devient une exception française. Mais les principes laïques sont des principes internationaux, reconnus d'ailleurs par la Convention européenne des droits de l'homme. Pour autant, on le sait très bien, on a des problèmes avec des pays, pas simplement des pays musulmans. On a eu une problématique avec les États-Unis. On l'a vu aussi avec les pays anglo-saxons qui ne comprennent pas un peu comment on fonctionne, qui ne comprennent pas cette liberté d'expression. Et alors après, il y a une incompréhension totale. Aux États-Unis, on dit oui, on ne comprend pas cette liberté d'expression à la française. Par contre, aux États-Unis, un parti nazi a le droit de s'exprimer publiquement. Donc, vous voyez, il y a des nuances. La laïcité, c'est dans la sphère publique, dans les services publics, et donc c'est normal que le président de la République défende la laïcité, et évidemment, ça prévaut, j'allais dire, ça prévaut la loi, comme on le dit, au-dessus de la foi. Ouais. Voilà, on ne peut pas arriver parce que ça sous-entend quoi? Ce que dit le président égyptien, ça sous-entend après une charia. Donc, c'est évidemment, c'est la justice religieuse qui prévaut sur la justice des hommes. Donc, ce n'est pas notre conception. Nous avons une conception de la laïcité dans la sphère publique. La religion doit se trouver dans la sphère privée, dans le culte, à domicile. Mais quand nous sommes dans un service public, il y a la neutralité du service public. Et bien évidemment, la religion ne doit pas apparaître. Ouais. Et au 0826... Bien sûr, non, mais là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, je n'ai pas du tout défendu la position du président égyptien qui me... je dirais, sort par les trous de nez pour parler familièrement. Ouais. C'est un dictateur. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, bon, d'abord, les pays étrangers, notamment les États-Unis, ils sont sensibles à nos contradictions. Et quand ils nous critiquent, ils mettent le doigt sur nos contradictions, et on ferait bien de les écouter un petit peu parce qu'on n'est pas universel à nous tout seuls. Bon. Deuxièmement, il est clair qu'effectivement, c'est la loi qui s'impose, mais ce que je veux dire, c'est que la loi ne prétend pas gouverner l'homme dans son ensemble, elle prétend gouverner le citoyen. Et l'homme, dans son ensemble, avec ses problèmes existentiels, il a le droit, et ça c'est tout à fait la laïcité, d'avoir des références convictionnelles fortes. Bien sûr. Et le problème, c'est pas qu'elles soient faibles ou fortes, le problème, c'est qu'ils respectent la loi, et parce que c'est la loi qui permet de faire société. Et je vous dis encore une fois, c'est ce qu'a bien compris l'armée, et c'est pas un hasard si l'armée maîtrise beaucoup mieux la laïcité que l'école, par exemple, parce que l'école n'arrive pas à bien comprendre ce que c'est que la laïcité, tandis que l'armée le comprend tout à fait. Ah bah dites donc, si on vous suit, on va envoyer des généraux, on va envoyer des généraux dans les écoles. Il faut rappeler un point. Non, alors, pas les généraux, mais une brochure. L'armée a fait une brochure qui s'appelle « Expliquer la laïcité », et effectivement, tous les professeurs devraient lire cette brochure. Oui, ça c'est vrai. Allez, les questions au 0820... oui, absolument, 0826 300 300. Vous le dites bien, Patrick. Et Abraham est avec nous de Paris. Bonjour, Abraham. Bonjour. Ouais. Alors, allez-y, Abraham. Oui. Non, déjà, je voudrais saluer M. Bobéro, parce que moi, j'ai eu son fils à la fac comme professeur. Ah, ouais. Arnaud. Arnaud, oui. Donc, voilà. Et non, enfin, le problème de la laïcité, c'est que... Enfin, moi, je suis né en 1990, et jusqu'en 2001-2005, j'ai jamais entendu parler de laïcité, c'était naturel. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le mot vivre ensemble. Quand on commence à mettre le mot là-dessus, et qu'on dit laïcité à tout bout de champ, république à tout bout de champ, c'est qu'en fait, la réalité ne correspond plus, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un cache-sexe. Donc on parle de laïcité tout le temps, mais moi quand j'étais petit, la laïcité allait de soi. On vivait ensemble et moi on m'a jamais parlé de religion, j'ai jamais demandé la religion à quelqu'un, ni ça me peur de quoi, on était copains, on jouait au foot, c'est tout. Ouais. Et à partir de 2001, le 11 septembre, la radicalisation islamiste, là, c'est t'es arabe, ceci, vous les blancs, ceci, vous avez fait cela. Et là, le communautarisme a commencé. Mais quand j'étais petit, on ne parlait pas de laïcité, ça allait de ça, en fait. Donc déjà, quand on commence à mettre des mots comme vivre ensemble, etc., c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Est-ce que vous avez une question ou une réflexion à apporter à Éric Diard ou Jean Bobéro, alors? M. Éric Diard, il est gentil, il dit que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui passe à l'acte. Mais derrière, il y a tout un terreau qui soutient. Salah Abdeslam, il a réussi à se cacher des mois, c'est pas tout seul, il y a bien des gens qui l'ont ramené à manger. Faut arrêter de dire que c'est une minorité pour essayer d'évacuer le problème. On a un très très gros problème. On a accueilli des millions de gens. La dernière fois, je lisais un article
il y a des traducteurs à l'OFPRA qui traduisent de l'arabe au français aux migrants, mais qui ne leur traduisent pas tout à fait la même chose et qui leur disent c'est la faute de la France que vous avez dû fuir au pays, la France a bombardé le Moyen-Orient. Donc même les traducteurs à l'OFPRA font en sorte que les migrants de l'arrivée détestent la France. Ouais. Non, on a un immense problème. Hein. On a un très gros problème. Éric Diard, et ensuite Jean Bobéro, et puis on prendra Ahmed aussi dans un instant. Je préfère dire que c'est une minorité. Nous avons plusieurs millions de musulmans en France. Dieu merci que ce n'est pas une majorité qui sont radicalisés, qui passent à l'acte. C'est une minorité de musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'en disant que c'est une minorité, qu'il ne faut pas s'y attaquer, parce que leur but, ils font du prosélytisme. Donc leur but d'être minorité, c'est de convaincre une majorité, justement d'être séparatiste, sécessionniste, et ensuite parfois de passer à l'acte. Donc c'est un problème ô combien important, mais je voulais revenir sur un point qui est très important, ce que vous avez tout dit il y a quelques années, on n'en parlait pas dans les années 90. Ici, j'en ai parlé dans le livre, je sortais d'un débat à Sud Radio, et j'étais avec le délégué UNSA de la RATP, on avait eu un débat, et ensuite je l'auditionnais, justement, coïncidence à l'Assemblée nationale. On a pris le taxi ensemble, et on a continué notre débat sur la RATP est-elle ou non communautariste. Et là, à un moment, au pont Alexandre III, je le dis dans le livre, le chauffeur de taxi nous regarde, nous dit, vous parlez de la RATP. C'était un vieux chauffeur algérien, on ne l'avait pas regardé, je dis, mince, je me suis un peu manqué. Et je lui dis oui. Et là, le type me dit, je vais vous dire quelque chose, c'est normal, mon fils, il est rentré à la RATP il y a 6 mois et on l'oblige à aller à la mosquée. Alors, évidemment, le délégué syndical est interloqué et ce monsieur nous dit, moi, ça fait 30 ans que je suis en France. Il y a 30 ans, la religion, c'était ou à la maison ou à la mosquée. Il y a 30 ans, les femmes, elles s'habillaient comme elles voulaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce chauffeur de taxi, qui est musulman, nous a donné une leçon. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, à partir des années 90, les choses ont évolué. Vous avez raison, monsieur. La laïcité, le vivre ensemble, c'était naturel. On ne parlait pas de ces problèmes. Et ces problèmes sont devenus de plus en plus prégnants, avec notamment le développement des attentats terroristes. Merci beaucoup, Abraham. Et Ahmed est avec nous ce matin. Bonjour, Ahmed. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Voilà, en fait, avant de parler sur le sujet de la laïcité, je voudrais aborder ce qu'avait dit le président Sisi, le président égyptien. Déjà, en fait, le président égyptien, ce qu'il a fait, en fait, il était très très intelligent. Du coup, il a écarté les frères musulmans. Par contre, il a remplacé cette influence religieuse par le parti An-Nour, qui est un parti salafiste, donc qui est déjà très très radical par rapport il est moins démocratique par rapport aux frères musulmans. Donc c'est juste entre parenthèses. Du coup, bien sûr, il va prioriser Dieu à la place de l'être humain. Parlons du sujet de la laïcité en France. Effectivement, le discours des Mureaux, le but en fait du président de la République, c'est de conforter les principes de la laïcité en France, de séparer une deuxième fois en fait les principes et d'inciter que la religion doit être séparée de l'État. Mais malheureusement, vu juste l'exemple de ce qui s'est passé ce matin, le député PS de Montpellier qui parlait justement que l'État marocain voudrait acheter une mosquée à 1 euro symbolique, ça en fait ça prouve effectivement que les États étrangers ont toujours une influence sur les pseudo-communautés présentes en France. Le but de ces États, justement, pourquoi? Parce que ces gens d'origine étrangère envoient de l'argent, donc c'est l'équivalent d'une sécurité sociale qui est distribuée aux familles présentes là-bas au Maroc. Du coup, ces pays, vu l'ingérence de la richesse, du coup, en fait, leur but, c'est de toujours garder l'influence auprès de ces communautés en France, pour toujours dire, écoutez, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en France, votre but, c'est de travailler, d'envoyer l'argent à vos pays d'origine, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de recevoir, c'est que ces gens-là envoient toujours à leur famille et créent une espèce de paix sociale que l'État n'est pas capable de le faire dans ces pays. Donc voilà, donc c'est des jeux politiques qui se font dans la place publique en France et malheureusement sous les yeux de tout le monde. Je ne vais pas non plus citer les accords franco-marocains, les accords tunisio-marocains sur le régime de communauté. Il y a des choses qui s'appliquent en France, qui s'opposent au principe de laïcité, qui s'opposent au principe de la République. Et malheureusement, ça fait des années qu'on ferme les yeux. Effectivement, c'est un pas en avant, le discours des Mureaux, mais il y a beaucoup de choses qui ont été appliquées, qui ont été votées au Parlement, et on n'aborde pas ces sujets. Et malheureusement, ça pourrit, et ça nous crée malheureusement dans les quartiers populaires, ça crée effectivement une espèce de couche qui a effectivement un problème d'identité. Et aussi, il ne faut pas oublier que cette religion qui est la religion musulmane
elle est dans un siècle où effectivement il faut qu'il y ait une lecture contemporaine du Coran. Le seul livre qui a été publié, il a été publié en France. C'était un livre qui a été publié auprès des éditions du CERF. C'est pour un islam humaniste du docteur Mohamed Charour. C'est le seul livre qui a été publié en France et qui est interdit dans tous les pays musulmans. Effectivement, grâce à la laïcité, grâce à la République française, les lectures contemporaines du Coran, eh ben, elle s'est initiée où? Elle s'est initiée en France. Oui. Allez, merci Ahmed. On va répondre dans un instant. Vous restez avec nous. On continue autour de la laïcité sur Sud Radio jusqu'à 10h. Et puis continuez de nous appeler, hein, 0826 300 300. L'instant, Jean Bobéro et Éric Diard, c'est que il y a un besoin de clarté et quand même de fermeté, non, Jean Bobéro? On a laissé faire, vous dites oui, il y a l'Observatoire de la laïcité, mais pardon, mais quand même depuis 15 ans, regardez où nous en sommes en fait aujourd'hui. Oui, alors il y a quelque chose quand même qui est étonnant de voir que ça ne figure pas dans la loi, parce que ça fait plus de 15 ans, ça fait plus de 30 ans qu'on laisse aller les choses. C'est l'ELCO, les enseignements de langue et culture d'origine, qui ne sont pas du tout maîtrisés par l'éducation nationale, alors que ce sont des cours qui sont faits dans le cadre de l'école publique laïque, et avec des gens dont on ne connaît pas la formation et qui sont payés par l'étranger et qui ne sont pas contrôlés. Et dans le discours des Mureaux, Emmanuel Macron avait mis le doigt sur ce problème. Et là, dans la loi, le projet de loi, curieusement, il n'est plus question des ELCO. Et je trouve ça, c'est tout à fait étonnant, parce que s'il y a quelque chose effectivement à faire pour lutter contre des influences étrangères indues sur l'islam en France, c'est bien au niveau de l'ELCO, qui fonctionne avec plus de 80 000 élèves qui suivent ces cours dans le cadre de l'enseignement laïque, alors que, encore une fois, ils ne sont pas intégrés dans l'équipe éducative et ils ne sont pas du tout contrôlés au niveau de ce qu'ils racontent par l'éducation nationale. Éric Diard. Non, moi j'ai eu confirmation alors que les ELCO, il allait mettre fin aux ELCO dans les 2-3 ans à venir, c'est-à-dire ces enseignants en langue étrangère, et je pense que c'est une bonne mesure, ça va être maintenu. Par contre, moi j'ai alors ça va être maintenu ou ça va... Oui. Non, ça va être maintenu. On va mettre fin au détachement de ces enseignants qui viennent de l'étranger et qui parfois peuvent tenir des discours. Et on formera des enseignants sur notre territoire. Tout à fait. Par contre, je suis un petit peu dubitatif sur la formation des imams par le Conseil français du culte musulman. Pourquoi? Parce que le Conseil français du culte musulman, aujourd'hui, il est toujours traversé par des divisions internes, et j'en ai parlé récemment avec Tarek Obrou qui le reconnaît. Vous avez la division, j'allais dire marocaine, algérienne, turque qui se tire dessus. Donc si le Conseil français du culte musulman n'est pas apaisé, il ne l'est toujours pas depuis longtemps, je ne vois pas comment on va avoir un imamat français, comme dit le président de la République. Il y a encore un long chantier en la matière. Oui, ça c'est une piste, Jean Bobéro. J'ai une proposition là-dessus qui serait conforme à la loi de 1905. Et là encore, il prend l'exemple de l'armée. L'armée forme ses aumôniers, elle les intègre dans l'armée puisqu'ils se sont à plein temps et elle les paye comme officiers. Bon, ce qui est permis par la loi de 1905. Si on faisait la même chose, il y a 250 imams au niveau des prisons, mais qui sont là à temps très très partiel et qui sont uniquement défrayés en partie de leurs frais de transport. S'ils étaient au moins à mi-temps, voire à plein temps, mais au moins à mi-temps, payés normalement et formés, donc quand on paye, on a le droit de former et de contrôler la formation, je ne dis pas au niveau théologique, doctrinal, mais au niveau du civisme, de la citoyenneté. Bon, ça ferait 250 imams qui pourraient être en même temps imams de leur communauté et qui seraient aussi formés et au courant de la législation française, de la laïcité, etc., que les 35 imams de l'armée. Et je ferai remarquer que d'ailleurs, dans ces 35 imams, il y a 5 femmes. Donc il y a aussi une féminisation. Donc déjà, voilà, on pourrait progresser comme ça. Grâce à la loi de 1905, on a déjà un élément de solution. Oui, bon.
Voilà. Éric Diard, vous vouliez... Dans le rapport sur la radicalisation, avec mon collègue Éric Pouillat, on avait proposé justement que dans les prisons, on fasse comme les militaires, que ça soit le budget de la justice qui finance ces imams, que ça soit pour mieux contrôler, parce que vous imaginez bien que le haut lieu du séparatisme et de la radicalisation reste toujours les prisons françaises, et il vaut mieux avoir des imams, comme à l'armée, parce qu'il y en a très peu, qui soient contrôlés par le gouvernement, par l'État français. Oui, merci Éric Diard, donc avec cette proposition, et Jean Bobéro aussi. Je rappelle au passage, Jean Bobéro, votre livre, Improbables amours, c'est un roman, mais il y a en fait quelques notions dedans de laïcité qui nous permettent de mieux comprendre les choses. À l'époque, c'est aux éditions de La Libre Pensée. Dans un